téléspectateurs, eh bien, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Vous connaissez notre devise, car le meilleur reste à venir. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir passer ce temps avec une consoeur, on l'appelle la réalisatrice, mais elle s'appelle Feza Mouchobekwa Kakonde et nous allons passer un moment avec elle dans l'émission De vous à moi at home. Vous savez que depuis ce temps de confinement, nous avons fait toute une série d'émissions où nous sommes reçus dans vos maisons avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde. Et là, je suis ravie d'avoir une personne que je considère comme extraordinaire parce qu'elle fait des choses extraordinaires, une grande dame avec qui nous allons partager ce moment. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même grave. Nous allons parler en fait de ces femmes qui, à un moment donné, ont perdu un enfant et de cette structure, ce groupe de parole, ce groupe d'entraide qu'elle a conçu pour pouvoir venir à ces femmes qui ont été à un moment donné endeuillées et qui doivent arriver à surmonter ce deuil. Alors, elle va nous parler de son expérience personnelle. Et nous allons également parler d'une initiative qui est actuellement donc qu'elle organise avec d'autres en ces temps de fête pour des enfants hospitalisés à Kinshasa. Bonsoir Feza. Alors avant tout, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Feza. Happy birthday to you. Voilà, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Hier, c'était votre anniversaire. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire de mariage. Je vous souhaite, au nom d'Espoir TV, un joyeux anniversaire et tout le meilleur à venir. À vous qui êtes connectés déjà, souhaitez également, s'il vous plaît, un joyeux anniversaire à Feza. Comment ça va? Merci beaucoup, Yasmine. Merci. Merci beaucoup. Avec Ça fait plaisir. Je vais de surprise en Avec surprise. C'est plaisir. un week-end béni pour moi. Oui, puisque votre mari vous a eu. Nous saluons d'ailleurs notre confrère C'était Francis Katonde, que nous aimons beaucoup, qui fait des superbes émissions. N'oubliez pas de le rejoindre d'ailleurs dimanche à 21h, c'est ça, Feza? 21h 21h. pour son émission Francis Show. Alors, Feza Mouchobekwa Kakonde, vue par elle-même, ça donne qui? Une présentation, s'il vous plaît. Ouh, ça, c'est un exercice très difficile. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ben, Feza Mouchobekwa Kakonde, c'est une jeune dame de depuis hier. Donc, j'ai 38 ans hier et une maman comblée, une épouse encore plus comblée, une sœur, une amie comblée et qui partage ses expériences, qui n'a jamais peur de partager ses craintes, qui n'a jamais peur de partager son expérience du moment que ça donne espoir, Espoir TV. Ça peut redonner espoir aux gens. Donc voilà, je me soumets à vous aujourd'hui. Faut être indulgent avec moi parce que ça va être un exercice. Il n'y a aucun problème. De toute façon, on sait qu'en tant que réalisatrice, vous allez être top. Déjà, elle a été hyper ponctuelle, elle était même avant l'heure. Donc, voilà, on sent vraiment l'excellence. Alors, une femme également très active, très occupée. Comment elle s'organise, cette femme-là, qui fait tellement de choses pour elle et pour les autres? L'organisation, c'est ça le fin mot de l'histoire. Finalement, c'est pas si difficile que ça. Il faut mettre les choses au point, il faut s'aider, il faut mettre tout le monde au pas. Hein, c'est un peu dictateur de dire ça, mais voilà. Il faut organiser son quotidien, il faut organiser son planning, voilà, et il faut surtout avoir des gens qui vous aiment et qui comprennent votre passion et qui comprennent votre manière de faire, parce que je pense que l'entourage fait beaucoup quand même. Donc on peut être super organisé dans tout ce qu'on fait. Moi j'ai plusieurs casquettes. Par exemple, j'aide mon mari dans ses émissions, je produis ses émissions. Je suis active dans un groupement de femmes, Jefaya pour ne pas le citer. Je suis non, active il faut le citer. Nous sommes partenaires, donc on le cite. Donc, je suis active dans les Amazones du Congo et je suis partenaire avec la fondation Naomi Collin. Donc, on en parlera tout au long de l'émission. Et depuis peu, j'ai décidé de me lancer et de créer un groupe de parole pour les mamans endeuillées et les mamans qui accompagnent leur enfant dans une hospitalisation longue. D'accord. Voilà. On va en parler.
On va en parler. Alors, c'était important d'en parler parce que d'abord, ces derniers temps, nous savons que nous sommes dans une période très difficile où beaucoup de personnes sont endeuillées. Donc, on aimerait également faire comprendre que ce soir, oui, on va certes parler des mamans endeuillées, mais voilà, il n'y a pas le monopole de la souffrance lorsqu'on est en deuil. Donc, ça pourrait correspondre un peu à tout le monde. Mais bon, vous avez fait le choix, de par votre expérience, de faire les mamans de Déborah pour les femmes. Mais bon, finalement, ça pourrait intéresser tout le monde, ce groupe de parole. Je pense qu'il pourrait être ouvert également aux hommes. Tout à fait. C'est vrai que là, je me suis axée sur les mamans parce que je me disais, je pars de mon expérience personnelle et je trouvais que c'était plus approprié pour moi de parler aux mamans. Mhm, De tout à parler aux fait. mamans. Donc, certes, en discutant une fois avec mon frère de mon projet, il m'a dit, tiens, tu serais étonné de savoir le nombre de papas qui ont besoin aussi de ce genre Également, d'initiative. Donc, je tout ne à mets fait. pas les papas de côté, mais j'estime que pour que je sois efficace, pour que je puisse parler de cœur à cœur avec ces mamans, pour moi, je voulais vraiment axer ça sur les mamans endeuillées, mais pas que, sur les mamans qui aussi traversent une hospitalisation longue, parce que ça, c'est une épreuve qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait. Alors, la période, on est dans cette période un peu difficile, une année vraiment très compliquée qui s'achève. On est vraiment au bout de cette année 2020 qui a été plutôt Très catastrophique pour beaucoup de personnes, très difficile. Quand vous faites un peu le bilan, qu'est-ce que vous vous dites sur l'année? Cette année a été difficile, certes, mais très édifiante, personnellement, parce que ça a au moins le mérite de nous réorienter vers l'essentiel, nous recentrer vers l'essentiel. L'essentiel, des fois, c'est tout bête. Au fait, se réveiller, dormir, c'est pas une habitude. On le dit souvent, lingala kola la kola mukeza habitude teza ngolu nzambe. Moi, étant chrétienne, cette année 2020 m'a plus rapprochée de mon Dieu. Parce que je me suis rendu compte que les personnes qui sont décédées tout au long de l'année, je vais prendre même l'exemple de maman Bishop Mtchebele, je l'ai pleuré parce que je me suis dit, wow, cette dame vaillante, cette dame qui, comme on dit des fois, elle est partie et je me suis dit, non, il faut se concentrer. Il faut laisser tomber tous les artifices, laisser tomber tout ce qui n'est pas essentiel et se concentrer vraiment sur l'essentiel. Et si on Oui. ne doit pas être chrétien, si on doit parler terre à terre, c'est vraiment se recentrer sur ce qui est essentiel dans la vie. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce que cette chose peut vous apporter de plus ou de moins? Vraiment voir l'essentiel et se recentrer. Et l'année 2020, pour moi, elle est très, très, très édifiante dans ce sens-là et pour tout le monde, je pense. D'accord. Alors, une fois encore, nous voulons d'ailleurs apporter toutes nos sympathies à la famille Moutier-Bélé, Lydia qui nous suit, notre échevine, dont nous sommes d'ailleurs très fiers, vraiment de tout cœur avec vous par rapport à ces épreuves que vous avez passées. Vous savez que vous n'êtes pas seul et qu'on est avec vous. Alors, on va en venir un peu à votre histoire, Mhm. une histoire qui est également une histoire difficile, mais que vous avez par la grâce de Dieu, surmonté. Et aujourd'hui, vous pouvez en parler. Merci d'ailleurs d'ouvrir votre cœur sur quelque chose de tellement personnel et d'intime. La raison pour laquelle vous avez justement fait ce groupe de parole, hein, vous avez créé ce groupe de parole qui est les mamans de Déborah, eh bien, c'est que vous-même, vous avez perdu un enfant. Alors, est-ce qu'on peut revenir une petite quinzaine d'années auparavant afin que vous nous expliquiez un peu ce qui s'est passé? Tout à fait. Alors, les mamans de Déborah s'inspirent de mon histoire qui a été tellement compliquée parce que j'ai eu ma fille, j'avais à peine 18 ans, je sortais, d'ailleurs c'est l'année de mon bac, une petite fille pleine de vie et qui finalement s'est trouvée hospitalisée à cause d'une leucémie à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Donc, durant presque 14 à 15 mois, j'ai dû abandonner mes études parce que j'étais à l'UNIF à Tours, en France, pour accompagner ma fille durant son hospitalisation. Une épreuve déchirante, très compliquée, surtout qu'on est jeune. J'étais jeune, mais heureusement, j'étais entourée de ma mère qui ne m'a pas lâchée, de ma famille, mais mon père est parti 2 ans avant ça. Donc, j'ai eu quand même un accompagnement. Je peux pas dire que j'ai été seule. J'ai eu un accompagnement, mais c'est une épreuve quand on est mère et mère
très jeune, c'est une épreuve très compliquée parce qu'on se bat contre le fait d'être jeune, de vouloir vivre, de sortir, de continuer, d'aller vaquer à ses occupations, et le fait de rester accompagner son enfant pendant tant de temps. Et un enfant qui est immunosupprimé, ben c'est des masques, c'est tout un rituel. Je peux pas la prendre dans mes bras. C'était vraiment, excusez-moi, c'était vraiment un cheminement très compliqué, mais que voilà, qu'on a pu surmonter. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments d'espoir, des moments de crainte, des moments où on se dit ah ça y est, il y a la chimio qui est passée par là, ça va aller. Il y a eu une greffe de moelle que moi-même j'ai fait don de ma greffe. On s'est dit de ma moelle pardon, on s'est dit ok là ça va y aller, et là boum, Alors, désillusion. à partir de quel moment on apprend et comment on apprend que son enfant est malade et comment on réagit déjà par rapport à ça? Ça dépend d'une maman à une autre. Mais pour prendre mon exemple, comme j'ai dit, étant une maman jeune qui était étudiante, et c'est ma mère qui s'occupait le plus clair de son temps, en tout cas au début de ma fille, c'est une grosse claque. On se pose des questions. On se demande qu'est-ce que j'ai pas bien fait. On culpabilise beaucoup. Moi, j'ai commencé à culpabiliser en me disant, tiens, j'aurais pas dû la laisser au Congo, j'aurais pas dû, donc je me suis battue bec et ongle, j'ai pu ramener ma fille auprès de moi. Et on se pose 10 000 questions et on en devient pratiquement folle. On est beaucoup dans la culpabilité. Mhm. Et après, ben, il y a des fois l'entourage qui n'aide pas non plus parce qu'on est dans le jugement. Il y a beaucoup qui jugent aussi de tes choix que tu fais avec ton cœur, Mhm. des choix que tu assumes bien sûr, mais voilà qui peuvent chambouler la vie de tes proches. Non, c'est vraiment, on se sent perdu. Le mot, c'est vraiment ça. On se sent perdu. Des fois, on fait semblant d'assumer, mais croyez-moi, on se sent vraiment perdu. On ne sait pas où se mettre. Ok, alors l'accompagnement maintenant, comment ça se passe? Donc, on vous apprend qu'elle est malade, que c'est quand même une maladie lourde. C'est une forme de cancer, je pense, la leucémie. Maintenant, le quotidien, il se passe comment? Et on vit quoi avec quel quotidien? On vit avec en se disant, ma fille va peut-être partir, mon enfant va peut-être partir, ou on se dit, non, 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 on veut même pas y penser, on se dit que ça va aller mieux. Quel est en général l'état d'esprit qu'on a? Ou bien est-ce que ça varie de l'un à l'autre? Ça varie d'une personne à l'autre. En termes de Ah, sentiments, c'est ok. toujours très compliqué. Mais il y a les deux extrêmes. Il y a la personne qui va vraiment le prendre pour soi et qui va être défaitiste en se disant, quoique je pense pas qu'il y en ait beaucoup, parce qu'étant mère, on aspire quand même à ce que son enfant sorte de cette situation. Mais il y en a qui Mhm, vont quand même mettre dans le côté défaitiste en disant, oh mon Dieu, le pire va arriver, mon enfant va partir, je sais pas ce que je vais faire. On est impuissant et du coup, on peut être fataliste. A contrario, on peut avoir des parents qui ont la niaque, qui se disent mon enfant ne va pas rester là, il va pas y rester, et qui se battent et qui mettent tout en œuvre pour que son enfant sorte de là. Et moi, c'était mon état d'esprit. J'avais mis ma vie en pause. J'ai dit OK. Anyway, on stoppe ceci, on stoppe cela. Je me suis déplacée, j'ai déménagé à Paris, j'habitais dans une maison de parents, d'où j'expliquerai pourquoi j'ai adhéré à l'initiative de la Fondation Naomi Collin, parce que finalement, en France, il y a ce qu'on appelle les pièces jaunes qui ont permis à construire des maisons pour que les parents d'enfants malades puissent accompagner leurs enfants. Ils venaient mhm. des fois de loin. Il y a une maman qui venait du Sénégal et qui a bénéficié de ça pour pouvoir accompagner son enfant à l'hôpital. Mhm, Donc, mhm. voilà, pour revenir à ce que je disais, il y a des mamans, il y a des parents qui vont être à fond dans l'espoir, vraiment dans l'espoir que demain sera meilleur. Et quand on est chrétien, encore plus, parce qu'on croit en ce Dieu-là, on croit au Dieu qui accomplit les miracles, on croit au Dieu qui ressuscite les morts, donc on est à fond. On, À fond. on se dit qu'on sortira de là vainqueur, finalement. Donc, oui, il y a beaucoup d'espoir Et dans pourtant, l'accompagnement. cet espoir, il a été, en ce qui vous concerne, justement, il a été déçu, puisque finalement, le verdict tombe. Alors, avant de venir au verdict, il y a ces années d'hospitalisation, en tout cas des mois et des mois d'hospitalisation. Comment ça se passe? C'est un quotidien, finalement, ça devient une routine. On arrive le matin, c'est un peu comme la routine qui s'installe, métro, boulot, dodo. Ben moi, c'était métro, hôpital, dodo. Et donc, Mhm, on s'installe dans cette routine-là, on arrive le matin, on accompagne son enfant à l'école, parce que oui, il y a l'école à l'hôpital, on fait les activités avec, on l'accompagne dans les examens, on voit les médecins à 10 heures,
voilà, c'est son quotidien, on n'a plus de vie, on vit à Mhm, l'hôpital. On vit à mhm, l'hôpital, on vit pour son enfant. Donc, c'est le mhm, matin, on se lave, on va au boulot, le boulot, c'est l'hôpital. On reste avec son enfant, on l'accompagne, on la remplit d'espoir, on joue notre rôle, on met notre masque de maman, notre masque de clown, et on cache nos craintes, on cache tout ça, on vit à fond avec son enfant et on l'accompagne avec nos yeux impuissants, avec nos bras impuissants, et on regarde, on est au fait, on est impuissant. C'est ça le mot. On est totalement impuissant, mais on essaie de survivre. Et surtout, mhm. on ne montre pas qu'on a Ouais. peur, on ne montre pas qu'on est On a mal. impuissant, on ne montre pas qu'on a mal. On a mal. Alors, On- vous accompagnez l'enfant et qui vous accompagne vous dans ces moments-là? Qui est là pour avoir une assistante psychologique, etc., pour vous remonter le moral et pour vous fortifier? Parce que la force, bah, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. L'accompagnement, il y a des psychologues. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Il y a des psychologues qui passent pour voir un peu comment ça se passe, pour tâter la température, pour voir comment on s'en sort. Mais personnellement, je ne voulais pas, parce que je jouais un peu à la forte, hein, c'est toujours je ne voulais pas être accompagnée par une psychologue. C'était une erreur que j'ai compris après, mais voilà, à ce moment-là, je ne voulais pas être accompagnée par une psychologue. Je voulais seulement rester là, vivre avec ma fille. Rien d'autre. Je voulais profiter à fond de ma fille, sortir de là. On respire pour sortir de là, en fait. On est là, on Hum, doit sortir de là. Donc, je voulais même pas savoir tout ce qu'il y avait autour. Je suis là pour sortir de là. Point barre. Mais la mhm, famille joue beaucoup. La famille joue beaucoup, la famille aide beaucoup. Moi, je suis née d'une famille chrétienne, profondément chrétienne. Donc, j'ai une mère qui m'accompagnait beaucoup dans la prière. J'ai des frères qui m'accompagnaient. J'ai un mari qui, à distance, jouait son rôle, même si à cette époque-là, on était un peu en eau trouble. Mais voilà, il a pris son rôle. Et voilà, donc c'est vraiment, je pense, l'entourage qui vous donne la force. Parce que si vous êtes mhm, seul, affronter ça tout seul, c'est très compliqué. C'est très mhm, compliqué. Et les mhm, jours où je n'avais pas ma famille avec moi, j'ai fait la connaissance on appelle ça la famille de l'hôpital, la connaissance d'une maman, une mhm. maman qui, sénégalaise, qui était venue en France pour son enfant qui était aussi très malade. Elle a perdu son enfant un peu après moi, mais une dame avec qui on discutait beaucoup, étant africaine, elle était là, elle était perdue. Donc moi, comme je suis tout le temps en train d'aider les gens, bah j'étais là, je l'aidais dans les démarches. J'essayais Wow. vraiment de l'aider, de lui dire voilà, ici tu dois aller là. Je l'accompagnais des fois à des rendez-vous. Et c'est une maman que j'ai rencontrée que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant ça. On s'est rencontrés dans des circonstances compliquées. On était un groupe de mamans. Finalement, on est devenu une famille. Et Mhm. je me souviens qu'il y avait qu'un seul papa d'ailleurs qui lui accompagnait son enfant parce que sa femme ne pouvait pas être là. Mais voilà, on tient par la solidarité. C'est la Ouais. solidarité qui nous C'est aide. important. Donc C'est au-delà important de à la ce moment-là. famille, Mhm, voilà, pour prendre l'exemple de cette maman-là, elle n'avait pas de famille ici. Eh ben, elle tenait mhm. parce que moi j'étais là, elle m'appelait ma fille. Elle avait même pas à m'appeler, elle avait un accent sénégalais. Ma fille fait ça, elle avait, elle m'appelait bizarrement, mais voilà, on tient par rapport à la solidarité qu'on a, qu'on partage dans ces moments-là, au fait. Mhm. Alors, il y a le fameux verdict. Donc, à un moment, bah, on vous annonce que c'est la fin, il y a plus rien à faire. Comment ça se passe et comment une mère réagit, en tout cas, comment vous avez réagi lorsqu'on on vous dit que c'est la fin pour votre enfant, qui à ce moment-là a quoi, 5 ans? Oui, elle a 5 ans. C'est compliqué parce que on m'a appelé en pleine nuit. La maison des mamans n'était pas très loin, donc on m'a appelé très tard, si je me souviens bien, c'était aux alentours d'1 heure du matin. Mon téléphone sonne, je sursaute, on me dit, Madame, votre fille, elle a fait des arrêts cardiaques, il faut venir tout de suite. Je regarde, ma mère n'était pas là. Elle était à 200 kilomètres de Paris. Elle était chez nous à Tours. Elle était repartie un peu se reposer parce que voilà, c'est aussi une personne assez âgée. Enfin, voilà, il fallait qu'elle se repose. Elle ne pouvait pas rester là avec moi 24 heures sur 24. Il fallait aussi l'aménager parce qu'elle avait aussi des problèmes de santé. Et donc, j'étais seule pendant ces moments-là parce qu'on venait de faire la greffe. Donc, pour nous, on était dans l'espoir. La greffe a été faite. Donc, elle va guérir. Et elle est même sortie de la chambre stérile. Elle a pu sortir dans les couloirs sans masque. On pouvait la voir sans masque. Donc, pour nous, Nzamba Lobi, moi Nazobima. Et Dieu a donc là, dit, 1 heure l'enfant du va matin. sortir. Mhm. Voilà.
Donc, voilà, il est 1 heure du matin, je réveillée comme ça, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère à 1 heure du matin, je dis, maman, on vient de m'appeler, ça va pas, elle est aux soins intensifs, il faut que j'y aille. Ma mère me dit, mais il est 1 heure du matin, je peux pas prendre le train. Le premier train, c'est 8 heures. Je serai pas là avant 8 heures. Avant au moins 9 heures, 9h30. Je suis OK, j'appelle la maman. Je dis, maman, est-ce que tu peux m'accompagner à l'hôpital parce que ma fille est au soins intensifs et on me dit d'aller tout de suite. La maman, elle a même pas réfléchi. Elle a pris son pagne, elle a pris ses babouches. On est parti et cette maman m'a accompagnée jusqu'aux dernières minutes de la vie de ma fille. Wow. Pour la petite histoire, c'est une maman musulmane. Tout ça pour dire que, c'est une parenthèse que j'ouvre pour dire que, étant chrétien, il faut qu'on sache qu'on n'a pas le monopole de la croyance, ou on n'a pas le monopole de, je vais utiliser, je sais pas De quel la mot utiliser, solidarité, de la de la solidarité, de compassion. la compassion. Il faut dépasser un peu nos croyances à ce niveau-là. Et donc, cette maman qui était musulmane, elle a pris ils ont un chapelet, je pense, elle a pris son chapelet, elle a dit, ma fille, on y va. Cette maman m'accompagne, j'arrive aux soins intensifs. Le médecin me dit, écoutez, votre fille, elle a fait beaucoup d'arrêts cardiaques. Si elle en fait un, on va essayer de la réanimer, mais si elle en fait un deuxième, on va arrêter. Comme ça, là, comme ça, Comme comme ça. ça. Oui, mais les Waouh, médecins, voilà, ils m'annoncent ça comme ça, à waouh. 1 heure du matin. Sur le coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Cette maman me tient. Elle me tient très fort. Elle me dit, on y va. On rentre dans la chambre de ma fille. Elle venait de faire un arrêt cardiaque. Donc, voilà. Après, on a réanimé. Ça allait. Elle respirait. On dit, OK, on va continuer à prier. Elle qui priait Allah et moi qui priais Jésus. Donc, on s'est mis dans un coin. On a commencé à prier. On a continué à prier. Et puis, un peu vers 6 heures du matin, paf, de nouveau alerte. On me dit, madame, je dis réanimez-la. Mon Dieu va agir. Réanimez-la. On me dit, mais on prend des risques. J'ai dit, réanimez-la. Les médecins y vont et c'est la première fois que j'ai vécu la réanimation parce que quand on regarde dans les films, hein, on voit, on se dit, oui, bon, voilà, c'est facile. Eh ben non, pas du tout. C'était un vrai cauchemar. Et donc, je vois les Avec les non, avec électrocardiogrammes. les Ouais, mains, ils sont en train de ouais, ouais. pomper. Ok, Ils ok. pompaient. Et là, tu vois, tu fais, ouh, on va me casser le torse de mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Et on dit, il faut donner des chocs. Et je vois des gens pomper, pomper. Et là, je deviens folle, je tiens ma tête, je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et de nouveau, elle respire. Je fais, ouf, mon Dieu est là, il m'écoute. Et la troisième était la plus fatale. Donc là, il me fait asseoir, il me dit, madame, cette fois-ci, si ça recommence, on va rien faire. On pourra rien faire, madame. On peut plus parce qu'après, il y a beaucoup de conséquences. J'appelle ma mère, il est 6, 7 heures du matin, si mes souvenirs sont bons. Je lui dis, maman, il faut que tu viennes, démerde-toi, je suis seule, je ne peux pas affronter ça, il faut que tu viennes. Ma mère rate le train. Elle rate le train. Donc, ça veut dire que ma mère ne sera pas là dans 1 heure. Elle rate le train. Je suis toute seule avec une dame, une maman, quasiment inconnue pour moi, à qui je devais dévoiler mon cœur, à qui je devais dévoiler mes craintes. Et j'ai horreur de ça, de laisser voir. Enfin, j'avais horreur de ça. Maintenant, ça me dit plus rien. Mais j'avais horreur de devoir montrer mes craintes à une autre personne. C'était ma hantise. On ne peut pas voir que je pleure. On ne peut pas voir que je dois être toujours là, toujours opérationnelle. Et je dois le montrer à quelqu'un qui m'est totalement étranger. C'était hors de question. Donc, j'appelle ma mère qui me dit, j'ai raté le train, je suis à la gare, j'ai raté le train. Ok, ça va. 9h30 par là, ma mère, finalement, elle n'a pas eu le train, mais j'avais mon oncle qui habitait avec nous à Tours qui dit, OK, tu sais quoi, on prend la voiture, on y va. Parce que si tu dois attendre le prochain train, tu vas arriver pour midi. La petite, elle est seule, elle n'a pas dormi, j'avais pas dormi. Et elle est avec l'enfant en soins intensifs, c'est pas possible. Donc, ma mère, ils prennent la route. Donc, de Tours à Paris, c'est plus ou moins 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie de trajet. Et là, de nouveau, l'arrêt cardiaque. Et là, le médecin, il va pas par 4 chemins. Il me dit, madame, on peut pas continuer. Il faudra laisser votre fille partir. Wow. Et là, je me dis, non. Et encore là, je croyais encore. Je me dis non. Ma mère m'a dit, mes parents m'ont enseigné que ce Dieu-là ressuscite les morts, même si le médecin me dit que elle va s'en sortir. Et là, je prie. Et la maman prie Allah. Et moi, je prie mon Jésus, je prie mon Seigneur, je prie, je prie, je prie, je prie. Et là, la machine s'arrête.
Wow. J'appelle ma fille, je dis réveille-toi, écoute-moi, c'est maman qui parle. Enfin, je me mets dans tous les états, je pleure, je hurle, je suis dans un état incroyable, mais voilà, ça s'arrête. Et là, tu te retrouves juste dans un état d'esprit où tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? J'ai prié, j'ai crié, on a jeûné, pourquoi tu m'infliges ça? Et je sors de la porte, ma mère qui rentre. Elle avait raté sa petite fille, et c'était la fin. Donc tout ça, c'est pour dire que durant tous ces moments où j'ai vécu l'enfer, vraiment l'enfer, j'ai eu une maman qui traversait plus ou moins la même situation que moi, qui a mis son enfant de côté parce que son enfant aussi était pas loin, qui avait besoin d'elle. Mhm. Mais cette maman m'a accompagnée. Mhm. Je me suis confiée en cette maman et elle m'a soutenue jusqu'au dernier bip de la machine qui retenait mon enfant. Et ensuite, elle m'a pris. Oui, et ensuite, oui. Donc, ensuite, elle m'a pris et elle m'a confié à ma mère et elle est partie. Cette maman, je l'ai revue une seule fois après et plus jamais je ne l'ai revue. Et donc, elle a perdu son enfant Elle a perdu son quelque enfant temps. quelques temps après et elle est repartie au Sénégal, donc j'ai plus eu de ses nouvelles du tout. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pu dire au revoir à votre enfant? Est-ce qu'elle était encore consciente dans les derniers moments? Est-ce que, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pu lui dire au revoir? Non, pas du tout. Et c'est ce qui a été aussi très difficile pour moi de gérer un peu après. Parce que non, je me suis séparée de ma fille, elle était en chambre. En fait, elle était en chambre. Donc, ah, bon, au revoir maman, à demain. Oui, à demain. Bisous chérie, à demain. Et donc, quand je suis revenue en soins intensifs, elle était sédatée. Donc, je n'ai pas pu lui dire au revoir, je n'ai pas pu lui parler. Et finalement, je lui ai dit au revoir. Je ne sais pas si elle m'a entendu, mais c'était pendant que je la retenais. Mais Mhm. finalement, non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et ça, je l'ai regretté longtemps. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui je parle, c'est faites un effort. C'est pas toujours évident parce que moi aussi, je peux tomber, mais faites un effort pour qu'à chaque fois que vous vous séparez de quelqu'un, que vous vous séparez dans des bons termes. Vraiment. Parce que après, c'est très difficile à gérer. S'il arrivait l'inévitable, eh ben, c'est difficile de vivre avec après. Et moi, j'ai eu du mal. D'accord. Alors, votre fils est Déborah, d'où le nom, les mamans de Déborah de votre association. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Déborah part. Vous vous sentez comment à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe? Quel est votre état d'esprit les jours d'après, les premiers jours et puis les mois d'après? C'est la colère. C'est la colère, c'est la haine, c'est l'incompréhension. Moi, je suis allée jusqu'à renier Dieu. Je dis, me parlez pas de ce Dieu-là. Vous m'avez parlé de Dieu depuis que je suis petite. Quand j'ai eu besoin de lui, il m'a lâché. Donc oui, on traverse des moments compliqués, on traverse des moments où on renie sa foi. Et ça m'est arrivé. Mhm, Non, fallait pas me parler de Dieu. Tu viens me parler. Non, ne me parle pas de Dieu, je veux pas entendre. Parce que pour moi, c'est juste inacceptable que ce Dieu que j'ai prié, j'ai jeûné, tout le monde a prié, les pasteurs, tout le monde. Et un enfant aussi innocent qui n'a rien demandé et que finalement, je le perde comme ça. Je dis non, ne me parlez pas de Dieu. Donc, on passe par des moments, il y a beaucoup d'étapes, mais on commence par la colère. Moi, j'étais mhm. en colère, j'avais une rage, mais j'étais intenable. J'étais intenable. Ensuite, ben, on passe par la dépression, on passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Et puis un jour, on se relève, on accepte. On doit Et faire moi, son deuil, on doit faire son on doit deuil faire et c'est la chose la plus difficile, c'est-à-dire la laisser partir, enfin la laisser partir quelque part. Elle sera toujours présente dans votre cœur, c'est pas ça, mais il faut à un moment donné accepter de la laisser partir et de faire son deuil. Combien de temps ça vous a pris pour faire votre deuil et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez pu lâcher prise et dire ok, c'est bon, je la laisse partir. Moi, ça s'est passé en deux étapes. Je ne l'ai pas laissé partir tout de suite, mais à un moment donné, je me suis relevée. Je me suis relevée plus ou moins un an après sa perte. Avec les médicaments, tout ça, je ressemblais à un zombie, c'était juste plus possible. Puis un jour, je me suis levée, je dis, au fait, j'ai revu ma fille, parce que ma fille, elle était,
Elle était pleine de vie, hein. C'était une fille qui, je me souviendrai toujours de toutes les infirmières qui m'ont laissé des mots dans le registre de condoléances. C'était une fille qui faisait bouger tout l'aile, hein. Donc, elle se réveillait le matin, elle mettait de la musique, elle dansait. On savait que Déborah est réveillée, quoi. Voilà, elle est réveillée et donc, du coup, je me suis dit, et je me suis rappelé du 20 septembre, parce que le 20 septembre, c'est l'anniversaire de la mort de mon défunt père. Un 20 septembre où j'étais triste. Alors, elle me dit, mais maman, je sais que tu es triste parce que tu penses à Papy, mais faut pas être triste, hein. Ma maman, c'est quelqu'un de fort. Ok, aujourd'hui tu peux pleurer, mais demain tu pleures plus, hein. Elle me l'a dit comme ça. Et donc ce jour-là, je me suis levée, j'ai fait, en fait, ma fille, elle doit être en train de me détester parce que c'était juste pas possible de me regarder dans un miroir. Donc j'ai jeté tous mes médicaments, j'ai arrêté le traitement, je me suis réveillée, je suis allée à l'UNIF, je suis allée demander si je pouvais reprendre les cours. Enfin, du jour au lendemain, ça s'est fait comme ça. C'était une claque, il fallait que je le fasse pour elle. Je ne l'avais pas laissé partir, j'étais encore en deuil, j'avais encore très mal. J'avais encore beaucoup de mal en pensant à elle, je pleurais beaucoup, mais j'ai eu comme, je sais pas comment le dire, voilà, je me suis levée. Je me suis levée, j'ai dit, ok, Une force surnaturelle finalement. voilà, une force qui m'est venue de je ne sais où. Je me suis dit, ok, c'est bon maintenant. Oui, elle est plus là. Oui, on va plus se morfondre. On se lève, on continue à vivre pour elle. On va vivre pour elle. Mhm, On va continuer à lutter mhm, pour elle. Parce que elle, ben, c'est vrai que la première fois qu'elle m'a dit qu'elle était fatiguée, c'était la nuit avant sa mort. Elle m'a dit, maman, je suis fatiguée. Et c'était la seule fois où ma fille m'a dit, maman, je suis fatiguée. Donc, c'est quelqu'un qui a combattu jusqu'à la dernière minute. Et je me suis sentie honteuse de voir que mon enfant m'a enseigné, euh, l'agnac, mon enfant m'a enseigné, à moi, sa mère, qu'il faut se lever et je n'avais pas le droit, moi, de continuer à me morfondre comme une loque. Et je me suis levée et j'ai dit, OK, je reprends ma vie en main et j'y vais. Et ça s'est mhm. passé comme ça. Quant à la deuxième étape de la laisser partir, je dirais, ça m'a pris 13 ans. 13 Wow, ans. wow, 13 ans wow. parce que c'est la 14e année maintenant. Et c'est la première fois, c'est la première année où j'arrive à parler de ma fille, même si je suis dans l'émotion, mais j'arrive enfin à me dire qu'il faut que mon émotion, il faut que mon expérience serve. Il faut que ça aide d'autres personnes. Donc oui, j'ai enfin, au bout de 13 ans, pu laisser partir ma fille. En tout cas, infiniment merci parce que voilà, je suis très émue. D'abord parce que c'est votre période d'anniversaire, donc vous auriez pu nous dire, écoutez, c'est pas le moment. Mais en plus, voilà, en parler, accepter d'en parler et de faire justement pour faire du bien à quelqu'un et de revenir sur cet événement qui est assez douloureux. Vraiment, vraiment merci. Et je pense que les personnes qui nous suivent, en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette souffrance de perdre un être cher, de perdre un enfant, s'il vous plaît, partagez l'émission parce que je pense que ça va faire du bien à quelqu'un. Alors, il y a cette révolte par rapport à Dieu. On en a un peu parlé en préparant l'émission également. Et, euh, et là, il y a quand même quelqu'un qui va intervenir et qui va vous aider à en sortir. Et, euh, et aujourd'hui, bah, justement, bah, vous êtes réconciliés également avec ce Dieu-là. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Pendant le deuil, pendant que tout le monde était en deuil, tout le monde était un peu voilà chamboulé, j'ai un cousin à moi qui s'appelle Bobby, Bobby Bomoko. Si tu me suis, bah, tu sauras que c'est toi qui m'as aidé à surmonter ceci. Il m'a appelé, donc comme tout le monde, pour voilà présenter ses condoléances, et il m'a dit deux mots. Le premier, il m'a dit, Faiza, je vais pas te parler, te dire de ne pas pleurer ou je suis pas là pour ça. Je vais te dire deux choses. La première, c'est ne perds pas ta foi. Ne perds jamais ta foi. Tu peux avoir mal, tu peux être en colère, c'est ton droit. Tu as le droit d'être en colère. Mais n'oublie jamais que tu ne dois pas perdre ta foi. Et la deuxième chose que j'ai à te dire, c'est, tu connais l'histoire de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Mais fais-en. Qu'est-ce que toi, tu as fait de mieux que Job dans la vie? Qu'est-ce que tu avais de plus que Job? Tu as un enfant, tu vas à l'école. Enfin, Job avait tout, tout.
Mais Job n'a pas renié ce Dieu-là. Mhm. Et Job, finalement, il a continué avec son Dieu et Dieu lui a redonné tout en double, en triple. Et donc, Mhm. ces mots ne m'ont jamais quitté. Mhm. Sur le coup, et il a raccroché, hein. Il m'a même pas dit au revoir. Il m'a dit ça et puis il a dit bon, il a raccroché. Et Donc, donc de là, lui, c'est le face à face là. voilà. Là, c'est On est sur le ring voilà, entre vous et Dieu. Et là, voilà. maintenant, il y a la fameuse confrontation. Et vous lui dites quoi à ce moment-là? Et comment ça arrive que vous arrivez à être apaisé? Je dis, Dieu, franchement, j'ai dit, franchement, je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas été celle que tu voulais que je sois. Je n'ai pas, mais Job, au moins, je sais pas si c'est Satan qui l'a réclamé, j'en sais rien. Mais pourquoi moi, au fait? Et là, j'ai eu je vois les commentaires qui Ouais, arrivent et je suis super vraiment, contente parce que de le partager, de voir que le besoin est là. Je sais qu'il y a des mamans tout à qui en fait, ont vraiment besoin, donc c'est pour ça que je me permets d'ouvrir mon cœur bien parce sûr. que je voudrais vraiment que les mamans puissent partager leur peine. Il Ouais, faut, il faut arrêter comment dire ça? Il faut arrêter de camoufler ça. Il ouais. faut arrêter de camoufler. Des fois, d'en parler, de partager, eh ben, ça redonne le sourire des fois de se dire oui, voilà, on peut y arriver. On peut y arriver. Surtout dans la culture africaine, la culture Tout à fait. afro, eh ben non, J'allais y on doit finir. cacher sa J'allais douleur. y finir. En plus, quand on est chrétien, en plus, eh bien non, bah c'est comme si les Ah chrétiens bah, bah, ne souffraient jamais, alors que c'est pas du tout ça. tout à fait, tout à fait. Mhm, Et mhm. j'allais y venir justement par Ok, rapport à nos ok. coutumes africaines. On a trop cette culture de tabou, de cacher sa peine. Les mamans, elles souffrent du fait de se taire, c'est lourd, c'est lourd. Il y a des moments où elles ont juste envie de parler. Elles n'ont pas envie de cacher leur douleur. Elles n'ont pas Mhm, envie de cacher leur enfant. Elles n'ont pas envie de cacher le fait qu'elles sont en train de perdre la tête. Elles ont juste besoin, au fait, d'en parler. À la limite, vous vous taisez, vous les écoutez, et point barre. Et ne leur demandez pas de cacher tout ça parce qu'il y a un Dieu. Oui, moi je renie plus ma foi, je suis chrétienne, je le revendique, mais à un moment donné, je pense qu'il est nécessaire dans tout cheminement de pouvoir se mettre dans un moment où dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je pense qu'on doit passer par ce moment mhm. de colère, ce moment de révolte, ce moment de questionnement. Il faut passer par toutes ces étapes-là et je pense que ce n'est qu'en passant toutes ces étapes-là qu'on pourra enfin aller vers la guérison. Et ça, Est-ce que vous avez eu les réponses? Est-ce que vous avez eu les réponses? Peut-être pas les réponses que vous vouliez, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu les réponses et que c'est ça finalement qui vous a donné une paix? oui, oui et non. Oui et non, mais je dirais oui parce que quand je parcours ma vie et je te dis toujours un jour je témoignerai, mais c'est pas aujourd'hui. Quand je parcours ma vie et tout ce qui s'en est suivi et tout ce que je vis, mon quotidien, je me dis que oui, il fallait que je passe par là. Mhm, Et le fait d'être passé par cette épreuve m'a fait grandir tout simplement. Tout simplement, ne fût-ce que ça. J'ai beaucoup mûri. Je suis capable, entre guillemets, de déplacer aussi des fois des montagnes, des choses. Allez, j'ai des fois cette niaque que oui, je l'ai toujours eu, mais si des fois j'arrive à faire des choses, c'est parce que je suis passée par là et que je sais que mon Dieu va toujours être là. mhm. Et que peu importe ce qui se passe, peu importe si aujourd'hui je ne vois pas, je ne perçois peut-être pas l'utilité de mon épreuve, mais je sais que plus tard, demain, après-demain, dans un mois, dans 2 ans, je vais me rendre compte que, ah oui, au fait, si je n'étais pas passé par là, j'aurais pas pu appréhender ceci. Donc Donc oui, ma réponse, tout tout concourt. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout à fait. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes avec Feza qui est en train de nous parler de son témoignage vraiment très poignant de comment en fait poignant pardon qui comment elle a surmonté la perte de son enfant, la perte de sa fille Déborah
à 5 ans et comment ben elle a pu après des années eh bien se relever et du coup eh bien elle va nous parler également ben, de cette organisation, de cette structure qu'elle a mise sur pied pour aider justement les mamans dans le deuil qui ont perdu un enfant à surmonter cela par un groupe d'entraide et un groupe de parole. Mais avant, j'aimerais vous demander, Faiza, il y a des personnes qui nous regardent, qui vont regarder cette émission en replay et qui sont peut-être dans cette situation dans laquelle vous étiez il y a 15 ans bientôt, dans cette période vraiment de colère, de révolte, de dépression. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là maintenant? Je veux dire deux choses. Je vais faire exactement comme mon cousin a fait pour moi. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre foi. Parce que c'est qu'en se rattachant à cette foi que finalement on arrive même à sourire et à rire, à retrouver le bonheur, parce que notre Dieu ne nous laisse jamais tomber. Jamais, 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 jamais. Mhm. Et je referai encore comme mon cousin, je dirais, l'épreuve que Job a, l'épreuve que Job a eu à avoir dans sa vie, je ne sais pas s'il existe quelqu'un qui a eu pire. Peut-être. Mais bon. En tout cas, moi, j'en connais pas. Mais Dieu, il a pas laissé tomber. Il a eu des moments, je suppose, en tout cas, de colère. Il a posé des questions. Il a été en rage. Mais il n'a pas oublié que son Dieu était là. Il n'a pas oublié que son Dieu allait le relever, même s'il était par terre. Il Mhm. n'a pas oublié sa promesse. Donc oui, il ne faut pas oublier les promesses que Dieu a faites pour vous. Mhm. Donc il faut garder cette foi. Et aux personnes qui ne sont pas chrétiennes, je dirais, moi je ne crois pas aux gens qui disent je crois en rien. Vous croyez en quelque chose. Je sais pas comment vous l'appelez, mais vous croyez en quelque chose. Eh ben j'ai juste envie de dire, il faut garder espoir. Ce que nous on va appeler la foi, eh ben je vais dire garder espoir. Espoir Mhm. que demain sera meilleur, tout simplement. Yes. Espoir que aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui on pleure, aujourd'hui on est plus bas que terre. Et j'ai coutume de dire, quand on est par terre, on peut pas aller plus bas. Hein. On est Mhm. par terre. On n'a pas d'autre choix que de Se remonter. relever. Mhm. Voilà. Waouh. Alors, vous êtes maman, vous l'avez dit en début d'émission, donc vous êtes maman toujours. Comment ça se passe après avec les autres enfants? Est-ce qu'on a à un moment donné, on a peur? Est-ce qu'on les surprotège? Comment ça se passe après? Après la perte je crois que c'était votre premier enfant, hein, si je ne m'abuse. Alors, comment ça se passe après? Est-ce qu'on explique à ces enfants? Est-ce qu'on a des réactions particulières après avec ces enfants? Comment ça se passe? C'est clair que quand on est passé par une épreuve aussi compliquée, aussi Intense? forte, aussi intense, oui, on surprotège son enfant. On surprotège son enfant. L'enfant a un rhume, on devient malade. L'enfant tousse, on devient fou. L'enfant rentre à l'hôpital, on est ma boule. Donc oui, oui, je suis passée par là encore une fois. Dieu m'a bien mis à l'épreuve. J'ai eu mon fils qui a été hospitalisé à 10 jours de vie à cause d'une Wow. bronchiolite. Donc Oh de là là. nouveau dans une bulle avec oxygène. Je me suis revue 5 ans auparavant. Mais c'est compliqué à gérer. Oui, on surprotège son enfant et même vraiment à l'excès. Des fois, c'est vraiment, mon mari me dit, calme-toi, tu vas à l'excès. Mais avec le temps, on apprend. C'est un apprentissage perpétuel. Avec le temps, on apprend à doser, on apprend à prendre sur soi et surtout pas transmettre les angoisses à cet autre enfant. Il faut À pas, cet un enfant. enfant n'est pas Vous lui avez expliqué, c'est important de lui expliquer? moi, je n'ai rien caché à mon enfant. Il y a des mamans qui D'accord. font le choix, et je respecte, de ne rien dire. C'est un choix qui est propre à chaque maman. Mais moi, j'ai fait le choix de ne rien cacher à mon enfant. Je lui ai expliqué les choses avec des mots d'enfant, mais je lui ai expliqué ce qui s'est passé avec sa grande sœur. Je Mhm. partage avec mon enfant la vie de sa grande sœur, les goûts musicaux qu'elle avait. Des fois, il va y avoir un dessin animé. Ah, tiens, ta sœur, elle aimait bien. Il appelle Yaya, comme on l'appelle chez nous. Tiens, hey, Yaya, elle aimait ça. Ah oui, mais je n'ai pas choisi de le cacher parce que je trouvais, en mon sens, que c'était absurde parce que cet enfant a existé.
Donc, je vais pas le cacher, je vais pas Mhm. vivre dans le mensonge et puis quoi? Et puis quand il va voir un truc, on va lui expliquer quoi? Que maman elle pleure pourquoi? Que maman elle est triste pourquoi? Non. Moi, j'ai fait le choix de lui dire la vérité avec des mots d'enfant. J'insiste parce que c'est des enfants, on doit aussi les protéger. Il faut trouver des moyens de leur dire la vérité, mais pas crûment et bien choisir les mots. Donc oui, Mhm. mon fils est au courant, il le sait, il connaît sa sœur, il l'a pas connue, mais il connaît avec les photos, les images, les témoignages, il connaît. Moi, Mhm. je ne l'ai pas caché. J'ai fait le choix de ne pas cacher. Alors, un autre de vos bébés, bah, c'est justement les mamans de Déborah, hein. Cette structure qui vous a quand même fallu quelques années. Je pense que ça a été justement à la période où vous avez vraiment achevé votre deuil, euh, que vous avez pu vous mettre debout maintenant pour constituer cette structure. Parlez-nous un peu de l'organisation, la plateforme Les Mamans de Déborah, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, c'est un processus et tout le monde passe par là. Les mamans, les autres membres de la famille, les papas, qu'on a souvent tendance à oublier parce qu'ils ont aussi leur deuil, même si pour l'instant je ne vais m'occuper que des mamans. Donc, il m'a fallu quelques années. J'y pense depuis un moment et l'histoire a commencé un jour. Comme d'habitude, comme je dis, moi je ne cache pas, j'ai pas voulu cacher mes craintes, mes douleurs. Je ne cache pas. Donc de temps en temps, à certaines dates anniversaires, ben je parle de ma fille. Quand il y a des causes qui sont un peu qui sont liées à l'enfant hospitalisé ou quoi, ben j'y adhère, j'en parle et je parle, je n'arrête pas d'en parler. Mhm. Il y a eu une amie à moi. Il y a eu deux personnes qui m'ont fait le déclic. Il y a eu une amie à moi qui traversait une situation avec un enfant qui était hospitalisé que je n'ai jamais su. Jamais. Et quand tu regardes non plus ces stories sur Facebook, tu peux pas te douter qu'elle passe des moments compliqués. Un jour, elle m'écrit, je pense que j'avais publié un truc, je ne sais plus exactement, mais c'est à ce moment-là, au fait, que j'ai décidé. Elle me dit, waouh, Faiza, tu sais que quand je te vois, quand je vois comment tu parles, quand je vois comment tu t'es relevé, quand je vois que tu n'arrêtes pas de sourire, tu me donnes à chaque fois une claque. Ah bon? Pourquoi? Elle me dit, parce qu'au fait, tu sais que moi j'ai un enfant hospitalisé et je passe des fois, je fais, ah bon, première nouvelle, je savais pas. Oui, parce que des fois c'est compliqué, mais tu vois, des fois quand je vois ce que tu écris, je me dis oui, il y a encore de l'espoir et du coup on a parlé longtemps, longtemps avec cette amie. On a parlé longtemps. Et bien sûr, on a pleuré ensemble, on s'est donné des astuces, tu vois, quand c'est comme ça, eh ben fais plutôt comme ça. Moi, ça a bien marché pour moi. On a discuté et quand on a raccroché, je me suis rendu compte que et elle et moi, on était bien. On s'est senti bien après, mais vraiment bien. C'est vrai que c'est pas resté tout le temps, mais au moins quand on a raccroché là, tu es un peu toute chamboulée, le temps de sécher tes larmes, de reprendre tes esprits. Après, tu te fais, ouf, on s'est senti bien. Il faut extérioriser, il faut que Il ça faut sorte, il faut extérioriser, en il parler, faut quoi. en parler. Mhm, Et mhm. donc, du coup, ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler, discuter. Deuxième fois, à ce moment-là, je traverse encore moi-même une situation compliquée. En même temps, une cousine éloignée à moi traverse la même situation compliquée. On discute et elle avait fait une fausse couche et je pense que moi aussi à l'époque j'avais fait une fausse couche et on en rediscute et on partage nos douleurs, mais vraiment on pleure. Et puis en ce moment-là, je parlais avec une maman qui avait perdu son enfant de la drépanocytose, mais elle s'était plus axée au fait pour la sensibilisation sur la drépanocytose. Et on discutait avec sa sœur, on a commencé à parler et on s'est rendu compte que ce jour-là, on a fait 2 ou 3 heures au téléphone. Et à la fin, on s'est dit non, il faudra vraiment qu'on organise un groupe de parole, ne fût-ce que pour parler, Ouais. parler, juste extérioriser les choses, partager les choses, parce que ça fait un bien fou. Et c'est là que j'ai dit, OK, je pense que je sais ce que je vais faire de ma douleur. Je pense que je sais ce que je vais faire de mon expérience. Je vais la partager. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic en me disant, il faut que je partage. Parce que oui, ça me fait du bien à moi, mais la personne aussi, ça lui fait du bien. Et elle va peut-être en parler avec quelqu'un d'autre, elle va peut-être lâcher prise, elle va peut-être, je ne sais pas, je suis pas Mhm, dans leur vie, je ne sais pas ce que ça a emmené, mais ce qui est sûr, c'est que
quand elles sont revenues vers moi, eh ben, elles m'ont dit que ça leur a fait du bien. J'en ai parlé dans mon entourage. Au début, personne n'était très chaud. Vraiment, mon mari le premier. Non, tu peux pas faire ça parce qu'il avait, en me protégeant, bien sûr, tu vas rentrer dans la peine, dans la douleur, dans tout ça. Non, 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 non. Et c'est vrai que j'avais pas encore fait mon deuil, donc j'étais pas prête du tout. Quand j'en parlais, j'étais dans des états pas possibles, j'étais en deuil. Enfin, non, j'y arrivais pas. Mais l'idée germait dans un coin de ma tête. Jusqu'au jour où je m'étais dit, le jour où je me lève pour le faire, ça veut dire que ce jour-là, j'ai fait mon deuil. Mhm. Et cette année 2020, avec la particularité qu'elle a et qu'on connaît, eh ben, c'est l'année qui m'a donné une claque. Je me suis dit, pourquoi j'arrête pas de remettre à demain? Peut-être que je vais aider beaucoup de mamans. Ouais. Pourquoi je repousse? Puisque j'ai eu la preuve 2, 3 fois que ça marche. Et moi aussi, pendant que je traversais des moments difficiles, j'avais besoin, je voulais même pas qu'on me dise je compatis. Je déteste ce mot je compatis. Parce que quand on me disait je compatis, je répondais ah bon, t'as perdu un enfant toi peut-être. Ça sortait comme ça. Parce que je trouvais que L'importance de l'expérience, voilà, il faut l'avoir vécu que pour il faut l'avoir pouvoir vécu. Il faut réellement l'avoir consoler quelqu'un qui le vit tout à fait. finalement. Mhm. Maintenant, ça ne veut pas dire que les personnes qui ne l'ont pas vécu ne sont pas Ne aptes à nous ouais, consoler. bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand on est dans cette position-là, on se dit qu'il n'y a qu'une personne qui est passée par là qui peut oser, entre Mhm. guillemets, oser Mhm. réellement se mettre à ma place. Qui peut Donc, comprendre en fait, qui peut oui, comprendre, voilà, qui peut être je peux vous. comprendre. Ouais. Et si une personne comme Mhm. ça me dit, oh, fais ça, je compatis, je me dis, ah oui, elle au moins, je la crois. Parce que c'est pas une qui me dit je compatis parce que c'est de coutume quand quelqu'un perd quelqu'un, ben je compatis à ta douleur. Par Et politesse. par Mhm. politesse, par Mhm. politesse. Et je me suis dit, il y a des mamans qui veulent, il y a des mamans qui en ont besoin. Alors ce serait vraiment dommage, Faiza, de mourir et de ne pas pu faire ce que tu sens dans ton cœur depuis un temps, de ne pas Mhm. accomplir finalement ce que peut-être c'est ce que Dieu te donne comme mission, j'en sais rien, je ne sais pas. Mhm. Mais je me suis juste dit, les gens meurent, le Covid, tout le monde meurt. Ce serait juste dommage de repousser encore une année de plus, alors qu'aujourd'hui, tu peux oser avec 1, 2, 3 mamans, Mhm. partager et se Partager faire la assister. douleur, partager le chagrin, Et se partager faire la perte, assister. le manque, oui, 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 et se faire assister. Alors, vous précisez quand même une chose par rapport à ce groupe, c'est que c'est un groupe ouvert à tous. À Oui, tous. Vous êtes chrétienne, mais c'est je veux dire, c'est un ouvert groupe à tout le monde. apolitique, Il n'y a pas de sans religion, il distinction n'y de a pas de religion, sans etc. distinction aucune. Chacun qui a besoin de parler, qui est dans dans la situation de souffrance, de deuil, etc., a le droit d'y adhérer. Mais c'est également, vous dites, oui, c'est une forme de thérapie, mais voilà, vous ne prétendez pas être Pas du tout, médecin, etc., mais pas du vous tout. vous faites quand même entourer de On se personnes les fait en- soignants. Alors, expliquez-nous en pratique comment ça se passe un peu, s'il vous plaît. Alors, Comment on peut c'est adhérer et comment ça se passe. c'est une chose très essentielle de signaler parce que il faut être vraiment conscient que ce n'est pas une thérapie. Hein. On n'est pas là, je ne suis pas médecin. Aucun des membres du groupe ne doit se prétendre médecin. Il y a un accompagnement qui doit être fait par des professionnels. J'insiste, nous ne sommes pas des professionnels. J'insiste aussi sur le fait que voilà, c'est ouvert à tout le monde. J'insiste encore sur le fait qu'on peut garder son anonymat. Parce que je sais d'expérience, de toute façon, je l'ai vécu. Il y a des moments où on n'a juste pas envie que l'autre sache que c'est moi. C'est trop Exact. dur. Je n'ai peut-être pas envie de dévoiler ma douleur à quelqu'un que je vais rencontrer dans la rue demain. Je ne sais pas comment elle va me regarder. Ouais. C'est un sentiment légitime. C'est pour ça que quand on s'inscrit aux mamans de Déborah, je vais publier une charte que je vais vous envoyer, que vous allez lire et que vous devez accepter. Vous devez signer, accepter. C'est un acte que vous faites. Tout le monde sait que quand on appose sa signature, ça a des conséquences. Donc, ça engage à quelque chose. Donc, là, j'ai mis 3 règles essentielles. La première et la plus essentielle, c'est la discrétion. Vraiment, la discrétion. On est dans ce groupe pour se faire du bien. On n'est pas là pour aller rapporter et parler de la vie des autres. Mhm. Certes, je ne pourrai pas et on ne pourra pas contrôler, vous suivre derrière, mais je pense que quand on passe par là, il faut quand même avoir un minimum de bon sens et de se dire qu'on ne peut pas exploiter la douleur des autres.
On en Et en appelle aussi signant, civisme quelque part, au civisme de chacun. voilà, de chacun. Et en signant cette charte, vous vous engagez à ne pas le faire. Et donc, quand on s'engage, eh ben, derrière, quand on ne respecte pas, il y a des conséquences. Je ne vais pas en faire un dessin. Il y a le fait d'être unis. Parce que quand on vient dans cette démarche, c'est dans l'unité, c'est la solidarité. On fait appel à notre solidarité. Donc, il doit y avoir cette force qu'on ne trouve que dans l'unité. On ne vient pas là pour commencer à... Non, non. Tu viens là pour parler, mais sache aussi que ce que tu partages peut aider l'autre, et vice-versa. Donc, chaque personne qui adhère a pour conscience qu'il doit venir dans l'unité. Et ben, bien sûr, comme je l'ai dit, l'anonymat, le respect de la vie privée et l'anonymat. Donc, celles qui veulent, comme moi, Une relation de confiance. de Il faut confiance, que chacun se sente en en confiance. confiance, tout à fait. Mhm. Ça n'empêche pas qu'il pourrait avoir quelqu'un qui n'a pas honte ou qui n'a pas le besoin de se cacher, qui veut montrer son visage, son pseudo. Il n'y a pas de souci. Comme moi, je montre mon visage, j'ai déballé mon histoire. Aujourd'hui, je peux le faire. J'ai fait le choix avec ma famille que je pouvais le faire. Par contre, il y en a d'autres qui sont encore dans un cheminement où elles n'ont pas le courage, pas l'envie, ça peut arriver, de le faire. Et à ce moment-là, oui, on vous garantit l'anonymat. Donc, la première réunion, je vais l'organiser pour janvier. On pourra s'inscrire durant la réunion. Pour l'instant, ben, comme on sera un peu toujours confiné, donc ça va être via un petit groupe fermé. On va y adhérer via des pseudos. Et celui qui veut montrer son visage le montre. Celui qui ne veut pas, il n'est pas obligé. Le plus important D'accord. pour nous, c'est vraiment que quand on vient là, eh ben, on vient pour partager sa peine et se donner la main. C'est la solidarité à l'état pur, en fait. On est là pour D'accord. être solidaire avec les autres. D'accord. Alors, il y a une question. Est-ce que cet espace est ouvert anonymement aussi pour les jeunes femmes qui ont avorté ou perdu un enfant? Car beaucoup restent aussi avec ces histoires-là. C'est n'importe quelle perte d'un C'est enfant, n'importe même quelle dans. perte d'un Mhm, enfant. Il y a des mhm, mamans qui pour elles, une fausse couche vont se dire, c'est une fausse couche. Il y en a d'autres qui, pour elles, une fausse couche, c'est douloureux. On ne peut pas juger de la douleur de la perte d'une personne. Je ne peux pas me mettre ici à juger, dire que oui, celle-là, elle a moins mal que moi. Qui suis-je? mhm, mhm, Donc, ça part vraiment de la fausse couche d'une semaine à la perte d'un enfant de 50 ans, de 60 ans. mhm. Il y a pas de restriction. Est-ce que vous allez à un moment donné élargir un peu la sphère? Parce que comme on le disait au début, il n'y a pas vraiment de monopole de la douleur quand on perd quelqu'un. La douleur est aussi intense quand on perd son enfant, que quand on perd son parent, que quand on perd sa sœur, son frère, enfin un membre de sa famille, un ami proche, etc. La douleur est toujours aussi intense et on ne sait pas toujours gérer cela. Est-ce que vous allez élargir un peu? Ou vous allez vraiment rester focus sur les mamans endeuillées? Ça dépend de comment Dieu va me guider. Mhm, Je laisse Dieu me guider parce que je suis convaincue que c'est un projet qui m'a été inspiré par lui. Mais comme je l'ai dit au départ, ben, je parle des mamans parce que c'est partie de mon expérience personnelle et que je me sentais, entre guillemets, légitime de parler de la douleur d'une mère endeuillée parce que je suis passée par là, de mhm, parler de la douleur d'une mère avec un enfant hospitalisé parce que je suis passée par là. mhm. Maintenant, peut-être qu'avec le temps, il y aura sûrement peut-être un besoin qui va se faire ressentir. Et comme on est entouré, et il fallait que je le dise, d'un personnel soignant, pour l'instant, on a une psychologue qui nous accompagne. Et je lance aussi un appel parce que j'aimerais que ce soit un partage qui soit productif. Et pour ça, je sais que les médecins et le corps soignant en totalité, des fois, il y a des incompréhensions qui se passent entre Mhm, les parents d'enfants malades et le corps médical. Donc, mhm. à la longue, j'aimerais aussi que certains autres métiers du corps hospitalier puissent nous rejoindre pendant nos séances pour qu'on puisse partager. Peut-être que de là, Rapprocher un peu on tout va- le monde, oui, voilà, expliquer peut-être aux médecins, au personnel soignant, avoir parfois peut-être ce côté, enfin cette finesse
de dire les choses parce que bon, Et eux, comme ils sont quoi, aussi, oui, l'autre son oui, cloche aussi, même oui, si tout à fait, il rencontre beaucoup de personnes, oui. mais je pense, et j'ai C'est une peut-être barrière tort, aussi pour eux. C'est une façon de garder une certaine distance, j'imagine aussi, parce que tout à fait, à de la leur longue, ça doit niveau. être atroce de devoir chaque fois annoncer Je sais pas comment ils à une font. maman, Je sais pas votre enfant, c'est fini. Mhm. Je sais pas comment Ouais, ils font. Mais je ouais, pense que les mamans ont aussi besoin d'entendre ça. ouais. Parce que on est aussi des fois dans le, mais ce médecin, pourquoi il me parle comme ça? Ils- Mhm. je pense que les mamans ont aussi besoin d'entendre ça, d'entendre le pourquoi. Ouais. Même si Mhm. des fois on le sait, mais on choisit des fois de l'ignorer. Donc de discuter et de comprendre le pourquoi, je pense que ça ne peut qu'améliorer les relations et nous permettre de vivre mieux. Ok. Alors, les mamans de Déborah, donc 3 fois W, les mamans Déborah. De Point BE de Deborah.be. Déborah, les mamans de Déborah, point BE. De toute façon, vous voyez le numéro de téléphone de Feza s'afficher. N'hésitez pas à la contacter. Ne restez pas dans votre souffrance. Souvent, on se dit qu'on est seul, il y a personne là, il y a quelqu'un qui a accepté de pouvoir dévoiler son histoire, de partager son intimité, des moments très, très émouvants et très difficiles pour elle pour vous aider. Alors, s'il vous plaît, contactez-la. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, n'hésitez pas à faire passer le message. Alors, on va terminer sur une note. Tout a été très positif. En tout cas, moi, je respecte votre courage. J'admire votre courage. Et je ne sais pas, je sentais déjà avant même cette émission que vous étiez quelqu'un de très fort, de très courageux. Et je confirme, vous êtes vraiment une grande dame et je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans ce que vous allez faire et si on peut vous soutenir, en tout cas, on sera là pour le faire. Une note positive également, c'est mais Noël à l'hôpital parce que comme vous l'avez dit, vous faites beaucoup de choses à la fois et vous ne restez absolument pas indifférente à la souffrance des autres. Alors Noël à l'hôpital, on va terminer par là. Expliquez-nous un peu cette initiative, s'il vous plaît. Alors, il y a la fondation Naomi Collin, les Écoles du Cœur, il y a quelques années de cela, elle est décédée, hein, la fondatrice des Écoles du Cœur, mais elle avait, pendant son hospitalisation en Europe, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas arrêté d'aller à l'école. Donc, quand elle est retournée au Congo, elle s'est dit, tiens, pourquoi moi, de l'autre côté, les enfants peuvent continuer à l'école et ici pas? Elle a décidé, elle s'est lancé un défi. Je veux ouvrir l'école à l'hôpital. Donc, elle a pu, de son vivant, ouvrir 4 écoles. Donc, il y a un local à la clinique Ngaliema, il y a un local à Kalembelembe, l'hôpital pédiatrique, il y a un local à Mamayemo, et il y a un local également à l'hôpital d'anémie SS à Yolo Mabanga. Voilà, Yolo Mabanga. Pour l'instant, elle a ouvert 4 écoles. Et dedans, ben, on enseigne. Il n'y a pas de fracture scolaire. Et justement, elle a lutté pendant toute sa vie pour que les enfants hospitalisés, qu'on puisse avoir le respect des droits de l'enfant hospitalisé. Parce qu'un enfant hospitalisé a les mêmes droits qu'un enfant valide. Un enfant handicapé a le même droit qu'un enfant valide. Et on le sait que dans notre société, malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup de familles qui rejettent les enfants handicapés. Et malheureusement, certains parents, ben, Noël, comme on le sait, ici et même au pays, ben, on fait la fête, on offre des cadeaux, mais un enfant hospitalisé, souvent, est oublié. Des fois, pas fait exprès, hein. C'est juste que les parents sont débordés, je suis à l'hôpital, je vais pas commencer à penser à aller fêter Noël avec, ils n'y pensent pas. J'y pensais pas non plus quand je suis dans le même cas. Donc, voilà, je peux comprendre que le parent soit débordé. Eh ben, moi, ce que je me suis dit, c'est, tiens, un enfant hospitalisé, c'est un enfant qui a les mêmes droits qu'un enfant qui est à la maison. Et cet enfant, il demande quoi à Noël? Il demande des jouets à Papa Noël. Des jouets, il demande tout ce qu'il veut, mais il veut pouvoir fêter Noël. Et donc, avec la fondation Naomi Collin, que je représente aussi à l'extérieur, et les mamans de Déborah, ben, on s'est décidé de lancer cette action Noël à 1 euro à l'hôpital. Pourquoi un D'accord. euro? Parce qu'on s'est dit 1 euro symbolique, on ne demande pas beaucoup, on peut donner plus, mais on a demandé qu'1 euro symbolique pour permettre à ce qu'on puisse acheter des jouets qu'on distribue aux enfants hospitalisés parce que eux aussi ont droit de fêter Noël comme nous tous, même si dans des situations difficiles avec la pandémie du Covid-19, mais un enfant a ses droits, il a le droit de sourire, il a le droit d'aller à l'école et même hospitalisé, il garde les mêmes droits. Voilà. D'accord.
Donc, on peut également vous contacter pour savoir comment faire, mais sinon, on va sur votre page Facebook, enfin, en tout cas, votre compte Facebook, votre profil Facebook Feza Mouche au Mouchobekwa, becquois pardon. caponné. Exactement, exercice, hein. Et, on verra, donc, il y a un compte en banque où on peut verser cette somme pour faire du bien à un enfant au Congo. Alors, je vais vous laisser terminer parce qu'en plus, vous êtes attendu, hein, parce que vous avez eu également votre surprise là, que votre mari a fait. En tout cas, merci à tout le monde qui est resté tellement calme. Vous êtes entouré de quelques personnes et pourtant, tout le monde est bien calme. En tout cas, merci à tous pour la collaboration et pour avoir été sage pendant l'émission. Alors, le mot de la fin, j'ai envie de vous demander comment vous sentez-vous là maintenant, aujourd'hui, comment vous sentez-vous et votre conclusion, s'il vous plaît, par rapport à cette émission. Je suis comblée, je suis heureuse, je suis reconnaissante, vraiment reconnaissante à Dieu, à ma famille et à toi, et à Julie, de me recevoir, de permettre à ce que je puisse parler de mon groupe de parole, à ce que je puisse dévoiler mon cœur, que je puisse parler à autant de personnes. Et pourtant, mon mari est journaliste, mais j'ai jamais pu vraiment m'exprimer dans son émission. J'y arrive, Nul n'est prophète chez soi, nul n'est... j'y arrive pas. Peut-être de l'avoir en face de moi, ça me déstabilise, je ne sais pas, mais j'y arrive pas. Mais en tout cas, voilà, je suis super heureuse et je demande à chaque maman, vraiment, je m'adresse aux mamans, ne restez pas dans votre douleur. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne nous aide pas, parce que je suis passée par là. Ça ne nous aide pas. Le silence ne nous aide pas. Si Mhm. c'est dur à partager avec les personnes qui vous entourent, si c'est dur à partager avec un psychologue, si c'est dur à partager avec son ami, eh ben, partagez au moins avec quelqu'un qui est passé par là et ensemble, on pourra aller de l'avant. Et ne jamais oublier que, comme tu dis souvent, d'ailleurs, je pense que c'est la devise de Espoir ton TV. émission, bah, Le meilleur gardez reste à espoir, venir. le meilleur reste à venir. Donc, on peut pleurer aujourd'hui, mais demain, on va retrouver le sourire. Voilà, merci Wow, à tout le monde. formidable. Et En tout n'oubliez cas, pas on de envoie des donner cœurs, s'il pour vous les plaît. On enfants. envoie des cœurs. On envoie des cœurs à Feza. On envoie plein de cœurs. Joyeux anniversaire de mariage. Merci beaucoup. C'est Donc, pas ne pas l'anniversaire oublier. du mariage, non. C'est l'anniversaire de, comment on va dire ça? On s'est mis en couple il y a 19 ans et on s'est mariés 9 ans après. Oui, bon, voilà. Ouais, voilà, ouais, ok. L'anniversaire, l'anniversary. Donc, double anniversaire hier, votre anniversaire et aujourd'hui votre anniversaire de couple. En tout cas, on vous aime. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Faites bien la fête ce soir et on est là pour vous soutenir. N'oubliez pas de la contacter pour plus de renseignements. Merci à vous tous qui avez participé à cette mission. Merci en tout cas de la partager à ceux qui ont déjà partagé afin de faire du bien à quelqu'un. Oh là là, cette émission me rappelle une chose, c'est que souvent on se plaint de choses, de petits bobos, mais il y a des personnes qui sont là, qui ont des bobos peut-être beaucoup plus importants et qui malgré tout gardent le sourire. Moi, la chose qui m'a le plus marqué lorsque je regarde Feza, c'est son sourire. Vous avez vu, elle a gardé le sourire jusqu'au bout. Alors, oublions de temps en temps nos douleurs et pensons que d'autres ont des douleurs beaucoup plus importantes. C'est vrai que ça n'enlève pas notre douleur, mais essayons de garder le sourire car le meilleur reste à venir. À très bientôt. À demain 18 heures avec Nadine Blessing qui nous dira malgré tout. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir Bye. Feza. Merci. Bye.